Nous allons passer à la cinquième partie de cet exercice, c'est-à-dire le calcul de l'effort normal en un point de la poutre Gerber. Nous allons choisir un point quelconque, par exemple le milieu de l'écart de la portée entre A et B, et donc, puisque nous voulons identifier un effort normal, il va falloir introduire une glissière, comme celle-ci, qui permet les mouvements qui sont des mouvements axiaux, donc l'axe de la poutre peut maintenant, grâce à la mise en place de cette glissière au point J, se déplacer horizontalement. Donc les deux parties peuvent s'éloigner ou se rapprocher au doigt de cette section J. Et ceci est un mouvement que normalement est impossible pour la poutre parce qu'elle est bien contenue. Il est devenu possible par la mise en place de cette liaison cinématique qui génère donc un mécanisme virtuel, et afin de rééquilibrer le système, c'est-à-dire afin d'éviter que les mouvements soient possibles, on va introduire une force N, qu'on va appeler NJ, qui est un effort normal, qui se trouve donc au point J de la structure, normalement, et dont le but est d'éviter les mouvements, mouvements relatifs de translation axiale entre les parties de la poutre à droite et à gauche de la section J. Or, on procède comme on a procédé pour les moments fléchissants. Au point de calcul, donc, on a une rupture de continuité. La structure qui était une structure isostatique est devenue un mécanisme. Donc, le premier passage du calcul de l'effort normal NJ est le dessin des mécanismes, des mouvements virtuels que ce mécanisme peut suivre. Alors, premier point pour tracer ces mouvements est l'identification des centres de rotation des différentes parties de la poutre, donc des sous-poutres dans lesquelles on peut décomposer le système. Nous pouvons numéroter cet ensemble de poutres, donc la poutre qui était la numéro 1, maintenant elle est divisée en deux, dans la poutre 1 et 2, la poutre 3 elle est ici, et puis on va avoir une quatrième poutre qui est là. Nous allons analyser maintenant les différentes positions des centres de rotation absolue et relative. Donc on va pouvoir hériter des dessins précédents un certain nombre de symboles et d'informations que je vais copier. Voilà, toutes ces informations restent vraies. Nous avons simplement à tenir compte, il faudra changer la numérotation des poutres, je vais m'en occuper. Donc, je vais zoomer, déjà je commence. La poutre numéro 1, elle est rotulée autour de la rotule A, et donc son centre de rotation absolu se trouve au point fixé par la rotule, qu'on va nommer donc le point C1. Pour ce qui est de la rotation relative entre la poutre 1 et la poutre 2, elle se produit sur une glissière. La rotation se fait sur un point qui se trouve à l'infini de la direction indiquée par les bielles. Donc voilà, je vais l'indiquer comme ça. Donc c'est le point à l'infini des directions verticales qui nous donne la position du centre C2. Pour avoir le centre C2, je vais les... Voilà, en orange. Pardon, ce n'est pas le centre C2, c'est le centre C12.
centre de rotation relative entre la poutre 1 et la poutre 2. Ensuite, la poutre 2, elle aura un centre de rotation absolu qui se trouve sur l'axe de l'appui B, par définition d'appui. Il y aura un centre de rotation relative entre la poutre 2 et la poutre 3 qui se trouve sur l'axe de la rotule H. Ou sur le centre plutôt de la rotule H. Le centre de rotation absolu de la poutre 3 doit se trouver sur l'axe de l'appui simple C auquel la rotule 3 est attachée. Après, nous avons le centre de rotation relative 3,4 qui est indiqué par la glissière, donc c'est le point à l'infini des directions horizontales. Et finalement, nous avons le centre de rotation absolu de la poutre 4 qui se trouve sur l'axe indiqué par l'appui sur lequel la poutre est posée, qui est l'appui D. Voilà donc toute l'information sur les centres de rotation relative et absolue des différentes parties de la structure. Alors, ce qu'on peut constater dans ces mouvements est la chose suivante. Tous les centres de rotation absolue des poutres 2, 3 et 4 se trouvent sur des droites verticales. Voilà, les centres C2, les centres C3 et les centres C4 se trouvent tous sur des droites verticales. Il est donc possible pour ces trois éléments de structure de se déplacer d'un mouvement horizontal, c'est-à-dire d'avoir tous les trois leur centre de rotation absolue qui se trouve à l'infini en direction verticale, et ceci donc engendre un mouvement de cet ensemble de la structure des éléments 2, 3, 4 de la structure du mécanisme, un mouvement de ces trois éléments qui est cohérent, sans mouvement relatif, c'est-à-dire que les centres de rotation relative C2,3 et C3,4 ne seraient pas activés. Alors ce mouvement, il est possible, parce qu'il est en fait le seul mouvement qui est possible pour la structure, parce qu'il correspond à quelque chose qui est compatible avec les théorèmes de Kennedy en ce qui concerne les centres de rotation de la poutre numéro 1. Ces centres de rotation sont les centres C1 qui se trouvent sur l'appui simple A, donc ici, et le centre C12 qui est le point à l'infini de la direction verticale. Donc vous voyez ici, j'ai un point qui est C1 ici et un centre de rotation relative qui est à l'infini en direction verticale, et le centre de rotation absolue suivant qui est aussi le point à l'infini de la direction verticale. Donc ces deux points-là coïncident. Or, il y a toujours une droite qui passe par deux points, notamment donc par les points C1 et par les points à l'infini des directions verticales. Il s'agit justement de la droite verticale qui passe par C1. Donc on a trouvé que le théorème de Kennedy nous donne un mouvement possible parce qu'il existe une droite, notamment la droite verticale menée par le point A, qui relie le centre de rotation absolue de la poutre 1, les centres de rotation relative entre la poutre 1 et 2 et le centre de rotation absolue de la poutre numéro 2. Je répète, c'est un cas très particulier dans lequel les centres de rotation relative 1, 2 et les centres de rotation absolue 2 viennent à coïncider, et notamment ici, ils viennent à coïncider à l'infini. Donc dans ce cas particulier, donc on a une situation dans laquelle les mouvements du système 1 et 2 est possible. Allons tirer les conséquences pour ce qui est des mouvements du système 3 et 4. Eh bien, on a vu que les systèmes 3 et 4, les poutres 3 et 4, peuvent se déplacer d'un mouvement horizontal, c'est-à-dire peuvent tourner autour de leur point, de leur centre de rotation, qui peut être le point à l'infini des directions verticales. Tout ceci est bien compatible et cela sans avoir besoin d'activer aucun mouvement relatif. Pratiquement, le mouvement qu'on va observer est un mouvement de translation horizontale de toute la partie de la structure qui se trouve à droite du point J. Je vais représenter ces mouvements.
Voilà ce que vous pouvez imaginer se produire dans un mouvement arbitraire dans lequel il y a une translation horizontale de toute la partie de la structure qui se trouve à droite du point J. Évidemment, la même translation se fait plutôt vers la gauche. Ça serait juste une petite différence de dessin, mais rien de fondamental d'un point de vue du concept. Il vaut mieux peut-être ne pas visualiser désormais les centres de rotation et plutôt visualiser les forces. Et nous pouvons aussi donner une quantification, donc indiquer avec une lettre l'amplitude du mouvement virtuel qu'on imagine se produire. Donc cette amplitude des chapeaux représente la distance sur laquelle les poutres 2, 3 et 4 se déplacent dans ce mouvement. Avec les informations que nous avons au tableau, nous pouvons maintenant calculer les travails virtuels de toutes les forces en jeu afin de déterminer l'effort normal n au point J en faisant ensuite en postulant ensuite que le travail virtuel de toutes les forces en jeu est égal à 0 quel que soit les déplacements des chapeaux du type indiqué. Cette équation est particulièrement facile parce que je peux anticiper, vous voyez que F les trois F sont verticales et ne font donc aucun travail par rapport à un mouvement horizontal. La force NJ à gauche du point J, elle ne se déplace pas parce que toute la partie 1 de la structure ne fait aucun mouvement et donc elle ne fait aucun travail non plus. Il reste seulement le travail de la force NJ à droite du point J qui va donc générer un travail nul en étant les déplacements non nuls elle-même sera égale à 0. On va donc écrire cette équation. Donc le travail virtuel de toutes les forces en jeu, dans le cas présent, est très simplement le produit avec un signe négatif parce que la force NJ qui est à droite du point J se déplace, pousse vers la gauche alors qu'elle se déplace vers la droite, donc elle recule dans le mouvement opposé, donc elle fait un travail négatif. Donc on a moins NJ des chapeaux égale à 0, quel que soit des chapeaux, alors cela signifie que je peux prendre par exemple des chapeaux égale à 1, et du coup, si le produit est égal à 0, nécessairement c'est NJ qui est égal à 0. Je peux donc déduire de cette équation voilà, donc cela permet de conclure l'exercice parce que nous avons obtenu que l'effort normal au point J est nul. Il n'y a donc pas d'effort normal ici. Et d'ailleurs, on peut constater du raisonnement et du fait que toutes les forces sont des forces verticales, que ce raisonnement va se reproduire à l'identique, un peu quel que soit le point qu'on prend sur la structure pour calculer l'effort normal. Donc on pourra effectivement facilement voir que l'effort normal est 0 dans tous les points de cette structure.